Bonjour à tous. Et ben voilà, deuxième sujet. Je reviens pour le printemps là qui arrive bientôt. Thomas, Capsula Verde. J'ai travaillé longtemps pour Terra Aquatica et donc je vais vous faire une petite présentation qui concerne les semis. Là, je sais pas comment c'est chez vous. Le printemps tarde un peu. Enfin, il arrive. De toute façon, c'est le 21. Mais je le sens bien quoi. Donc les semis, ça commence à peine, sauf pour ceux qui travaillent en conditions artificielles. Et voilà, je vous ai préparé une petite présentation concernant la préparation et la réussite des semis. Et je vais essayer de faire le tour de quelques points clés qui me semblent importants et qui des fois, enfin c'est assez simple, mais des fois on n'y pense pas. Euh, et ça permet parfois de résoudre bien des problèmes. Voilà, donc je vous commence ça, et puis ça va durer, j'imagine, allez, je vais essayer de faire ça en 20 minutes, et après ça gardera un petit peu de temps pour les questions dans le chat. Et désolé, j'arrive pas à lire le chat en même temps que je fais tout ça, mais je vais essayer de faire au mieux, et après le chat, non, pardon, après la présentation, eh ben, je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Voilà, donc préparer et réussir ses semis, c'est le bon moment. Voilà, hop, et je me plante déjà de bouton, c'est parti. Quelques points clés. Donc voilà, ça c'est les points clés auxquels je m'intéresse le plus quand j'envisage un semis. C'est le choix du substrat, le choix de la fertilisation, le choix du contenant que je vais utiliser, et les conditions environnementales, bien entendu, qui nous concernent autant dans des cultures artificielles contrôlées qu'en extérieur. Mais d'abord, voilà, qu'est-ce qu'un semi réussi? Alors pour moi, un semi réussi, c'est quand j'ai réussi à amener les plantes jusqu'à un stade de plantation qui va être déjà facile à gérer, c'est-à-dire que la plante, elle se tient, elle est robuste, elle est trapue, elle n'a pas de carence, et surtout, son système racinaire a pris l'entièreté du volume et du substrat que je lui ai proposé, ce qui permet une manutention assez simple et une très bonne reprise. Ça veut dire aussi pour moi que le système racinaire ne doit pas avoir dépassé ce qui est offert dans le pot pour pas qu'il y ait d'asphyxie racinaire, donc pas de chignolage, pas de voilà. Donc il faut ni trop peu ni trop, et c'est un peu ça la difficulté. Et on va voir par la suite. Je vais essayer d'aborder ça dans certaines slides, de voir un peu les problématiques qui peuvent se poser et comment en fait toujours faire attention à ça quoi dans la stratégie de semis. Pour ce qui est du substrat, il y a pas mal de possibilités. La possibilité la plus simple, c'est de choisir le terreau, un light mix de préférence. Pour ma part, je préfère largement travailler avec de la coco parce que c'est un substrat qui perd pas sa structure, qui a une très bonne rétention d'eau et peu d'influence en fait sur ce qui va se passer quand je vais mettre de la fertilisation ou que je vais intervenir sur l'arrosage, sur les plantes, et il a une très bonne tenue dans le temps. Bon, maintenant, vous pouvez aussi utiliser, c'est un substrat que je touche plus depuis bien longtemps, mais il y en a qui utilisent des bouchons de laine de roche. Bon, pour le peu de laine de roche que ça va utiliser, si vous en utilisez pas après, vous serez pardonné. C'est pas le plus écolo et c'est pas le plus voilà, mais ça fonctionne très bien aussi. Voilà, pour ma part, c'est coco, parfois coco avec perlite. Même si j'ai remarqué que la coco avec perlite, pour certains types de graines un peu petites, ça présentait des problèmes de structure. C'est-à-dire que des fois, il y a un petit morceau de perlite qui vient se mettre au mauvais endroit, ou bien voilà, ou parfois c'est un peu trop aéré. Parce que le choix du substrat, par exemple, s'il y a beaucoup de perlite, il va être plus drainant. Donc ça, c'est un avantage. Il n'y a pas de risque comme ça de surarrosage. Euh, Par contre, si vos conditions environnementales ne sont pas totalement maîtrisées, ce qui est le cas quand on fait par exemple des semis en extérieur, sous serre en extérieur, et qu'on peut pas y être toute la journée pour surveiller ou pour faire des arrosages, alors il va se sécher plus vite. Et donc dans ce cas-là, pour ma part, maintenant j'utilise plus de perlite dans le substrat de semis, en tout cas pas dans la coco, pour avoir en fait
une inertie plus grande sur la longueur et moins risquer ça. Euh, alors, dans tous les choix, de toute façon, hein, que ce soit le substrat, le contenant, euh, c'est toujours des histoires de compromis. Il n'y a pas de solution parfaite. Il faut regarder la situation, la stratégie de plantation, les conditions environnementales et aussi le type de plante qui va être semé. Si vous semez des salades ou des tomates, ça va pas du tout être le même comportement au niveau racinaire, ça va pas être non plus la même durée dans le temps dans votre contenant de semis. Euh, ah oui, d'accord. Voilà, donc ça, c'est principalement pour des raisons pratiques que j'utilise ce type de substrat. Parce que ça se met assez facilement et qui plus est sans perlite. Là, quand on parlera des contenants après, mais si je travaille sur un petit contenant, comme par exemple les plaques avec des bouchons, ça va être beaucoup plus facile de remplir les plaques avec la coco. Le rempotage est aussi beaucoup plus facile et le volume racinaire va vraiment occuper tout ce contenant. Et il faut voir que les racines vont être produites et se diriger en fonction du chemin que prend l'irrigation. Donc, si on essaye de se mettre à la place des racines, enfin voilà, en regardant ça un peu à la loupe, de vraiment très près, si les racines suivent le chemin de l'eau, si vous avez un substrat qui a une structure sableuse, gravillonnaire, ben vous imaginez bien que les gouttes de votre irrigation vont partir un peu tout droit vers le bas et vont pas forcément aller partout. Quand vous utilisez un substrat qui va avoir tendance à faire éponge et à envoyer l'eau et les éléments minéraux autant en vertical qu'en horizontal, vos racines et vos poils absorbants, les racines et les poils absorbants de vos semis, de vos plantes, vont pouvoir occuper l'entièreté du contenant et ça c'est vraiment important. Vous allez optimiser complètement le volume racinaire et le travail la capacité en fait de travail de la plante sur cette période-là et ce qui est vraiment très très important parce que c'est la moindre carence, le moindre manque sur cette période-là va être un problème. Et si vos racines n'occupent pas l'entièreté de votre contenant et que la racine descend tout droite, quand vous allez dépoter, vous allez perdre la moitié du substrat. Et cette moitié-là du substrat qui va tomber par terre va aussi entraîner une partie des micro-racines qui auront essayé d'y aller. Donc c'est vraiment important d'après moi, de travailler avec un substrat qui permet une très très bonne diffusion de l'eau et des éléments minéraux, autant verticalement que horizontalement, et qu'il ait une bonne tenue structurelle dans le temps, parce que ça ne met jamais. Enfin, j'ai quand même toujours l'impression qu'un semis, ça dure pas très longtemps. En réalité, si une fois que la graine est mise en place, on en a pour 15 jours, parfois trois semaines, et parfois un mois dans ce contenant-là. Donc c'est vraiment important que ce soit optimisé sur la longueur. Alors la fertilisation, on peut travailler en organique ou en minéral. Travailler en minéral, l'avantage que ça va avoir, c'est que il y a une maîtrise plus grande en fait de l'accessibilité des éléments minéraux, c'est-à-dire que c'est immédiat, ça va se répartir de manière optimale, c'est moins sujet à problématique en fonction des températures, c'est-à-dire que si vous avez une température racinaire, c'est-à-dire une température dans votre substrat qui est un tout petit peu plus basse que l'optimum se situant autour de 18, entre 18 et 21 degrés, on va dire, au niveau des racines, hein. Si vous n'avez pas ça, un engrais organique, lui, va être un peu plus difficile d'accès parce que il a besoin de minéraliser, il a besoin de travailler un petit peu avant, et même si il est très bien fait, il va avoir un tout petit temps de latence supplémentaire et ça va se gérer un peu autrement. Maintenant, si les conditions sont normales bonnes, l'engrais organique marche très bien aussi, et de toute façon
Si alors pour ceux qui travaillent en professionnel, comme je le fais, hein, je travaille avec un label écossaire, donc mes semis aussi sont faits en organique, avec de l'engrais organique. Vous pouvez aussi envisager un terreau light mix déjà enrichi, mais de manière organique, c'est-à-dire il faut aussi qu'il soit agréé agriculture biologique et que ce soit pas un organominéral caché dedans. Voilà. Donc les deux solutions marchent très bien. Vous avez des tableaux d'application. Là, j'ai mis l'exemple de deux engrais Terra Aquatica que avec lesquels j'ai déjà beaucoup travaillé. Il y en a d'autres évidemment, hein, que ce soit dans leur gamme ou chez d'autres sur d'autres marques. Hein. Là, en organique, vous avez l'engrais liquide et l'engrais en poudre maintenant. Et pour ce qui est du tripart que vous voyez en dessous, qui est vraiment leur signature, vous avez aussi plein d'autres engrais minéraux chez Terra Aquatica qui sont un peu simplifiés, c'est-à-dire en 2 bouteilles ou en une bouteille, c'est-à-dire en bonne part. Leur catalogue est maintenant de mieux en mieux fait et chaque produit a à côté son tableau d'application. Et donc, comme vous le voyez là, j'ai j'ai estompé un peu la partie après le semis, mais on en est donc pour il y a ce qu'on va mettre la dose qu'on va mettre en au moment du semis jusqu'à la levée, l'apparition des premières vraies feuilles, c'est-à-dire au-delà des cotylédons, et ensuite la phase pendant laquelle elle va passer de son premier étage de feuilles jusqu'à 2-3 étages de feuilles. Quand on arrive à 2-3 étages de feuilles, on peut considérer qu'on passe dans une phase d'après qui pour ce tableau-là s'appellerait la phase de croissance, donc le troisième point là, qui est normalement censé se passer après la transplantation, mais suivant le choix du contenant, on peut aussi avoir une stratégie où à la fois le semis et un petit début de croissance se font dans le même contenant, avec un contenant un peu plus grand. Donc voilà, on fait les premières racines jusqu'au stade première vraie feuille, et après on a 2-3 étages de feuilles à gérer avec la deuxième colonne du tableau là où on va concentrer un tout petit peu plus et où en général on apporte pas que de l'azote, on va être sur des équilibres où on va sur les méthodologies Terra Aquatica, c'est toujours en fait on va avoir de l'engrais croissance et de l'engrais floraison et on va mélanger les deux en proportion égale pour avoir un apport relativement équilibré entre l'azote, le potassium, le phosphore, tous les autres bien entendu. Mais là, c'est surtout parce que la plante a besoin d'azote, évidemment. Elle en aura besoin de plus quand elle va passer en phase de croissance pour vraiment produire de la feuille. Mais pendant sa première phase de production racinaire, où elle a peu de feuilles et où elle est plutôt en train de construire son premier chevelu racinaire, elle a besoin de pas mal de potassium et de phosphore aussi. Donc on mélange les deux. Voilà, vous regardez les tableaux d'application, ils sont très bien faits pour ça. Euh, les biostimulants, alors il y en a évidemment tout un paquet possible. Pour ma part, le root booster marche très très bien. Donc c'est un booster racinaire. En général, c'est des mélanges de phytohormones naturels, hein, des extraits de plantes. Le produit est agréé en agriculture biologique et en général, je préfère faire mes mélanges moi-même. De toute façon, j'ai toujours eu une grande faiblesse, comment dire, j'ai toujours été très attaché à l'acide fulvique et à l'acide humique. Alors, disons que l'acide fulvique va avoir tendance à faire que la plante va créer beaucoup de micro-racines et beaucoup de poils absorbants. C'est très important pendant cette phase-là. C'est comme ça qu'on obtient un très beau bouchon racinaire avant la plantation. Et les essais que j'ai faits avec l'acide humique ont été vraiment très intéressants parce que sur un comparatif où je sais plus si j'avais en tout, je devais avoir une quarantaine ou une cinquantaine de plants de piment dans des pots de 7 par 7 je crois qu'ils étaient en coco, donc des semis, hein, mais qui avaient été gérés du coup avec un lot de 20 ou 25 avec de l'acide humique et l'autre qui n'en avait pas reçu. Comme je fais les crash tests et que je fais plein de choses à la fois, je les ai oubliés en plein soleil pendant plusieurs jours sur une terrasse en béton, et en fait ceux qui avaient reçu dans leur première vie, dans les arrosages, en fait, pendant les formations racinaires, pendant les 2 premières semaines, le lot qui avait reçu de l'acide humique, très clairement,
se comportait beaucoup mieux que l'autre, c'est-à-dire que celui qui n'en avait pas reçu commençait à présenter des carences, en particulier des carences en azote sur les feuilles du bas. Les deux étaient bloqués, hein, de toute façon, vu que les pots étaient secs, tout le monde était sec. Par contre, ceux qui avaient reçu de l'acide humique, c'était sec, ça poussait plus, mais c'était resté vert. Et quand j'ai tout remis en route, bien évidemment, le lot qui était resté vert, celui qui avait reçu l'acide humique, est reparti beaucoup plus vite et en bien meilleure forme. À côté, je vous ai mis du coup tricologique ou streptologique. On pourra, de toute façon, j'ai fait une présentation il y a un mois sur les micro-organismes. Vous regardez, j'ai un peu parlé des différences. On pourra revenir dessus de manière plus poussée dans une autre présentation une autre fois. Mais déjà, de toute façon, le tricologique, rien que le trichoderma change quelque chose. Et en fait, quand on le met pendant la phase d'enracinement, c'est pas forcément là où il va faire le plus d'effet. Il va quand même assez rapidement, au bout d'une semaine, commencer à protéger la zone. Donc protéger la zone, ça veut dire protéger la zone contre les principaux pathogènes racinaires qui posent problème pendant la levée des semis, le pythium et le fusarium. Donc dès qu'il est implanté, il va commencer à travailler et à protéger cette zone-là. Donc c'est possible de le mettre en amont dans le substrat pour euh, pour que quand vous utilisez ce substrat, par exemple, j'en mets dans la coco 15 jours avant ou même longtemps avant, et comme ça ma coco est déjà contaminée au trichoderma, et du coup quand je prépare mes bouchons, ces bouchons-là ont du trichoderma vivant en développement, des populations déjà installées, et donc quand je vais commencer à arroser et à mettre de l'engrais organique, ça va tout de suite travailler et ça va tout de suite protéger et empêcher d'entrer les fusarium et pythium. L'intérêt aussi, c'est que au moment de la transplantation, vous avez des bouchons racinaires qui sont inoculés avec trichoderma ou trichoderma et streptomyces, et qui vont du coup permettre à ces populations-là de s'installer dans le contenant filal ou dans la zone dans laquelle vous allez planter, quoi, si vous plantez en pleine terre. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec avec ces micro-organismes-là dès le début. En dessous, j'ai mis une petite sélection que j'utilise couramment pendant les semis en pulvérisation et en pulvérisation foliaire, hein, en particulier. Donc le seaweed, alors ça, toujours c'est vraiment super bon produit on voit tout de suite, c'est un extrait d'algue. L'effet se voit tout de suite. C'est une algue qui est bourrée de phytohormones naturels qui ont tendance à rendre les plantes plus trapues, à avoir un métabolisme un peu plus accéléré, un système de défense plus fort. C'est-à-dire que les plantes vont être plus résistantes, vont avoir des parois cellulaires renforcées, elles vont mieux se défendre et elles vont être plus trapues. Donc ça, j'adore. Je n'en mets pendant le semis que une fois au début et une fois au milieu, c'est-à-dire à une semaine d'intervalle. 10 jours même d'intervalle, et après à la plantation je continue, mais pas plus d'une fois tous les 10 jours. Pour ce qui est du fulvic, lui je le mets en pulvérisation foliaire. Si c'est par exemple le mois de mai et qu'il commence à faire que ça travaille, qu'il fait un peu chaud dans la journée, voilà, et que je vais faire des pulvérisations foliaires tous les jours, je mettrai du fulvic à chaque fois. Déjà parce que de toute façon tout ce qui va ruisseler de la plante vers le substrat, ce fulvic-là va aller de toute façon travailler sur les racines. Sur les feuilles, ça a un effet très bénéfique aussi, et c'est un excellent agent mouillant. Donc le fulvic va être très intéressant pour que le feuillage, au lieu d'avoir juste des grosses gouttes qui vont stagner sur les feuilles, vous allez avoir des gouttes qui vont se répandre, napper les feuilles, euh, et donc optimiser finalement cette pulvérisation foliaire. Euh, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que pour ce qui est de la fertilisation, c'est très très intéressant aussi de travailler avec des pulvérisations foliaires pendant la phase d'enracinement des semis, dès le début, hein, dès que les cotylédons sont apparus. Personnellement, je commence à faire des pulvérisations foliaires avec de la nutrition dedans, mais une nutrition extrêmement faible, c'est-à-dire pas plus haute que la première colonne du tableau. Et si on travaille avec des engrais sur base minérale,
général, un EC-mètre, un conductimètre est vraiment recommandé, simplement pour voir que la conductivité de votre solution nutritive ne soit pas au-dessus de, allez, 0,8 maximum, 0,5, 0,6 étant l'idéal. Surtout si vous travaillez, par exemple, l'idéal étant de travailler avec une eau très pure qui démarre à 0,1, 0,2 et que vous rajoutez un peu d'engrais, vous arrivez à 0,3, 4, 5, un peu de fulvique, et là vous avez un mélange qui est vraiment très très intéressant, en particulier pour les plantes gourmandes que sont beaucoup de plantes potagères, dont toutes les solanacées, les tomates, les poivrons, etc., les cucurbitacées, les courges, les concombres, les courgettes, etc., et le chanvre, puisque ça concerne aussi certains agriculteurs. J'ai mis aussi le silicate à côté. Alors pareil, hein, j'aime beaucoup ce produit parce qu'il a tendance à renforcer les parois cellulaires des plantes avec la silice qui est dedans, et ça a aussi un avantage quand on travaille. J'ai eu l'occasion beaucoup de fois de me retrouver à faire des semis vers le mois de mai, euh, avec des problématiques climatiques très fortes, c'est-à-dire des amplitudes jour-nuit très fortes, avec un soleil qui tape la journée, même avec une serre, ça devenait problématique. Et pas de possibilité de faire un ombrage efficace. Et donc, en fait, le silicate, c'est une poudre d'argile. Et vous verrez, j'ai mis quelques photos dans la suite, j'en reparlerai. Mais ça permet aussi d'avoir sur les feuilles un dépôt de cette argile. Ça va être légèrement blanchâtre et ça va réfléchir la lumière. Et donc, ça va permettre en fait de protéger les cellules de la plante, d'avoir trop de photons qui lui arrivent sur la gueule. Le silicate, ça permet ça aussi, tout en endurcissant les feuilles et les tiges. Donc ça aide aussi à prévenir les fontes de semis, les problématiques de pythium et de fusarium. À ces doses-là et de cette manière-là, ça n'est pas du tout antagoniste du trichoderma qui est en train de faire sa vie tranquillement dans le bouchon racinaire. Voilà, ça c'est des produits que j'utilise vraiment couramment. Euh, pour ce qui est du sujet des contenants, alors là, ça tient beaucoup à la stratégie de plantation, puisque à la stratégie de plantation et à ce que vous allez semer. Euh, Là, j'ai pris la même plante en exemple, hein, donc vous avez du chanvre en haut et du chanvre en bas. En haut, ça a été semé en plaques, en bas, ça a été semé dans des pots de 7. C'est les deux types de contenants que j'utilise couramment. Le reste, c'est juste des essais. J'ai déjà fait des essais juste pour rigoler, à semer directement, par exemple, dans un pot en textile pour aller directement dans un eben gros. Ça fonctionne aussi hein, avec ce type de plantes parce elles sont tellement vigoureuses. Surtout le chanvre a une tendance, comme c'est des plantes qui deviennent très très grandes, elles ont une tendance à faire beaucoup de racines dès le début, à chercher la profondeur. Et donc ça me permet d'illustrer le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que si vous semez des plantes qui vont avoir une tendance à faire très rapidement beaucoup de racines et à chercher à aller très profondément et à se développer de manière rapidement, à un moment donné, à avoir une croissance exponentielle. Le choix de la plaque de semis, du bouchon, est un choix un peu plus risqué, avec un peu moins d'inertie, un peu plus difficile à gérer, parce que, comme vous pouvez le voir en haut là, donc vous avez d'abord le stade cotylédon, avec les premières feuilles qui commencent à apparaître, puis le stade deuxième étage de feuilles, et après la plantation avec 3-4 étages de feuilles, parce que pour ma part, la manipulation, c'est à ce moment-là qu'elle devient facile, et surtout, comme je travaille en agroécologie avec en milieu naturel, donc avec des andins, disons des paillages très épais avec de tout dedans, même de la ronce. Donc il me faut des plantes qui aient une tige un tout petit peu élevé, très robuste et un tout petit peu élevé. Mais vous voyez quand même que sur la photo de droite, le bouchon racinaire est blindé de racines et il y a une petite feuille jaune à la base. Elle commençait à avoir une légère carence en azote parce que vu les conditions climatiques que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire
une fin de printemps où il a fait à un moment donné très chaud, puis de la grêle, donc il faut tout rentrer et il vaut mieux reporter la plantation en attendant le passage d'une semaine où il peut y avoir encore des orages de grêle. Du coup, cette semaine-là, c'est la semaine de latence sur donc en gros à gauche c'est première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, on est quasiment à la quatrième semaine au moment de la plantation sur la dernière photo à droite. Et ben c'est un tout petit peu trop. Et c'est justement là que l'inertie, pardon, disons la problématique que j'ai eue, c'est cette semaine-là de grêle, j'ai dû reporter la plantation. Alors c'est pas grave, hein, elles ont très bien repris derrière, mais il aurait pas fallu plus. Après, les racines auraient commencé à s'en mêler un peu, il y aurait commencé à y avoir une forme d'asphyxie. En tout cas, les racines n'auraient pas pu travailler de manière optimale et l'engrais aurait été beaucoup plus difficile d'accès. Et puis après, on commence à avoir tous les problèmes qui enchaînent. Donc, euh, en dessous, vous avez l'autre choix de contenant que je fais en général, qui est le pot de 7 par 7. Donc c'est un pot qui est pas très grand, mais qui permet en fait d'avoir une inertie un peu plus grande. Donc là, pareil, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais à la quatrième semaine, on se retrouve avec une plante qui a pu se développer un tout petit peu plus large. J'ai dépassé un petit peu d'ailleurs, c'était 4 semaines, 4 semaines et demie, alors celle du dessus c'était 3 semaines et demie, 4 semaines. Et donc ça m'a permis en fait d'avoir des plantes qui restaient vigoureuses, qui n'avaient pas de problème de carence et qui arrivaient tout juste à la limite du pot. Ça fait exactement la même si vous travaillez à des semis de tomates. C'est tout à fait possible de les semer en plaques, ça marche très très bien. Par contre, il faut pas se rater sur le moment de plantation. Le choix, la fenêtre de plantation est beaucoup plus étroite. Il faut faire attention à bien avoir calibré la période pendant laquelle les plantes vont être dans les plaques et dans ces petits bouchons qui font 2 par 2, 2 cm par 2 cm de côté, je crois 4 cm de profondeur, alors qu'avec les 7 par 7 et je crois que c'est 8 de hauteur en centimètres, on a une possibilité d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc ça, c'est le choix du contenant. Ça va vraiment être un choix qui dépend à la fois, ben, du coup, quelle plante, hein, parce que bon, si c'est des salades, il peut aussi y avoir des problèmes, mais clairement, il n'y a pas besoin d'aller semer des salades dans des pots de 7 par 7. Mais si c'est de la tomate, il vaut mieux aller sur les pots de 7 par 7, c'est plus simple à gérer. Euh, donc le choix, il se fait en fonction du type de plante, en fonction de est-ce que oui ou non vous êtes sûr de votre fenêtre de plantation et que vous n'avez pas besoin finalement de vous laisser trop de marge. Et il y en avait une autre. Ah oui, et si essentiel parce que ça on va le voir à la fin, le côté pratique. Parce que en fait les plaques c'est hyper pratique sur une plaque comme vous avez à l'écran là, j'arrive à mettre 80, je sais plus, je crois que c'est 96 plantes. Donc j'arrive à mettre 96 graines que je peux porter à 2 mains et transporter et aller en plein champ, les disposer et toujours avoir la plaque à côté de moi. 96 plantes dans des pots de 7, ben c'est autre chose quoi. Ça va prendre beaucoup plus de place. Donc ça veut dire que je vais me retrouver à les transporter. Je crois que j'arrive à en transporter 24 par 24 quoi. Voilà. Donc ça, à chaque fois j'en transporte 24 au lieu de 96 et ça se tient moins, etc. Donc c'est une autre stratégie. Si j'ai allez, une trentaine de plantes à mettre en place, le choix du pot de 7 ne sera pas impacté ergonomiquement, il n'y aura pas de problème. Par contre, si j'ai un champ entier avec 2000 plantes ou 3000 plantes à mettre, vaut mieux partir sur la plaque. Voilà, donc ça, quand même, ça joue. Pour ce qui est de l'environnement, alors bah voilà, il y a les possibilités de travailler. Évidemment que le travail en milieu artificiel contrôlé. Alors il y a une comment dire, il y a tout un, c'est pas 0 ou 1 quoi, c'est pas binaire. C'est-à-dire que là vous avez des photos en haut du bricolage d'une serre en extérieur en plein soleil, et en dessous vous avez la photo d'une tente de culture avec une étagère, enfin les tentes à étagères là, où là j'ai réussi à caser 900 plantes en semis. Euh, il y a un entre-deux, bien évidemment, et surtout quand on commence à travailler en milieu artificiel totalement contrôlé, avec des lumières artificielles,
Ça, de toute façon, c'est comme toujours, c'est un compromis et il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, ben, bien évidemment, c'est que on sera pas tributaire des fluctuations climatiques et météo qui y a bien sûr et toujours au mois de mars, avril, mai et qui peuvent être vraiment vraiment impactantes. Donc ça, c'est un gros avantage. On peut gérer la température racinaire, ce qui est vraiment l'essentiel. On peut gérer la luminosité pour ne pas avoir. Enfin, déjà, on peut avoir un jour-nuit qui est parfait. On peut faire des semis en avance aussi pour les plantes photopériodiques. Donc ça permet de prendre un peu d'avance. Par contre, l'inconvénient, et il est surtout au niveau de l'utilisation des lumières artificielles, c'est qu'après, il y a quand même eu un petit effet de transition quand on part à l'extérieur. Et que donc, il va falloir faire un peu attention soit à faire soit vous avez la possibilité de vous allez mettre vos plantes en place à un endroit où vous avez des possibilités de faire un ombrage provisoire, ou bien vous travaillez en serre après, ce qui est déjà une forme d'ombrage, soit il va falloir prendre ces plantes, et c'était le cas de celles-ci. Elles ont été, c'est un moment où j'ai déménagé en plus, hein, donc ces plantes-là, elles ont été semées, je sais plus, je crois en février ou en mars en Bretagne, et l'entièreté de la tente a été transportée jusque dans le sud-est de la France pour être mise en place, du coup, fin mars-avril. Euh, voilà, donc c'est possible de se mettre un petit peu en avance, d'avoir cet avantage-là, mais après il y a un effet de transition auquel il faut faire attention parce que le vrai soleil ou les petits coups de froid qu'il va y avoir peuvent faire prendre du retard du coup. L'entre-deux, c'est d'avoir, par exemple, d'avoir une mini-serre avec tapis chauffant et de contrôler la température racinaire, parce que c'est le plus important. Sachant que cette mini-serre, elle doit aussi quand même recevoir beaucoup de lumière, l'idéal étant le soleil, parce que si elle reçoit pas assez de lumière, ben vos plantes vont s'étioler dès le départ et ça va donner des tiges vraiment moches et des pieds de tomates qui se cassent la gueule dès le départ. Donc c'est un peu ça le défi. Maintenant, comme j'aime bien jouer, en général maintenant, je fais plus de semis en lumière artificielle. Parfois, je mets un tapis chauffant quand j'ai vraiment pas envie de rater quoi que ce soit. Mais au final, dans mes conditions de culture, hein, qui sont principalement l'extérieur, l'idée c'est quand même de faire d'avoir aussi une forme de pression sélective sur les lots de graines qui sont utilisés. Et donc, voilà, c'est des graines qui sont censées après être travaillées à l'extérieur, donc elles sont semées dans les conditions extérieures et elles sont censées pouvoir supporter les variations jour-nuit, de température, d'humidité, d'ensoleillement, etc. Même s'il y a de la perte, donc je sème un peu plus. Et là, vous voyez d'ailleurs sur les thermohygromètres qui ont été placés dans cette mini-serre, on voit très bien que on passe, alors je sais plus, il y a des 40 et quelques en journée parce que le soleil tape sur le substrat. La nuit, ça redescend à -1, donc c'est la bande du haut là, c'est les trois températures du haut, c'est minimum maxi, enfin c'est la température au moment de la prise de température et les minimum et maximum. Donc le minimum est à -1 quand même. Et il y a aussi une sonde qui est dans le substrat et on voit par contre que dans le substrat, malgré le fait qu'on part à 40 en surface, bah en fait on est à 25 dans le substrat et qu'on descend, mais on descend quand même pas loin de zéro. Donc ben voilà, faut que ce soit des plantes, des semis au moment où ils sortent, que un petit coup de froid dans la nuit ne soit pas problématique pour la suite. Euh, voilà. Bon, en général, si vous avez de bonnes graines, ça fonctionne. Hop. Et ça permet aussi de se faire une idée sur la qualité des graines qu'on a, sur bon ben bien évidemment hein, quand c'est des graines très rares qu'on veut vraiment pas, voilà que qu'on n'a pas un lot de graines, si on n'en a pas 20, qu'on n'en a qu'une, vaut mieux mettre toutes les sécurités. Voilà. Et donc je vous parlais de stratégie parce que c'est en définissant les objectifs de culture c'est que les choix de substrats, de contenants et de fertilisation vont être faits. On travaille en bio ou pas en bio, c'est
vers quel type de plantation on va aller. Est-ce que c'est de la pleine terre sur 1 hectare? Est-ce que c'est de la pleine terre dans un petit potager au jardin? Est-ce que c'est dans un pot sur une terrasse? Est-ce que c'est un pot textile qui va aller dans un système? Ou est-ce que c'est destiné à de l'hydroponie, comme la photo de gauche, où on a une plante dans un gros stream? Évidemment, si je prépare une plante pour un gros stream, je vais pas la semer dans un pot de sève, je vais la semer dans un bouchon parce que j'ai envie que la plante, une fois qu'elle est dans le gros stream, elle ait le minimum de substrat rétenteur autour des racines. Donc, je veux qu'elle ait principalement de l'habit d'argile pour qu'il n'y ait pas de rétention d'eau et qu'il y ait une plus grande circulation d'oxygène. Alors que si je vais en pleine terre, comme la photo de droite, bah du coup c'est fort possible, si j'ai pas 1 hectare à planter, je vais partir sur le pot de 7. Ça me permettra d'avoir des plantes déjà avec 4-5 étages de feuilles, sans carence, des grosses feuilles, une tige bien costaud, pour aller les mettre dans mes paillages qui font en général 20 cm de haut quasiment, et où il faut quand même et où c'est parfois mieux que ça dépasse. On peut travailler autrement aussi. Voilà. Je vous ai aussi parlé de la durée estimée jusqu'à la plantation, où il faut pas se rater quand c'est un petit contenant, le comportement racinaire des variétés. Une tomate et un chanvre vont pas se comporter au niveau accélération de croissance et racinaire que une mâche, une salade ou de la coriandre, quoi. Vous pouvez avoir même sur certaines plantes des débuts de montée en fleurs juste parce qu'elles sont limitées par leur contenant au niveau racinaire. Donc c'est que ce soit la limitation ou que ce soit parce que ça sèche un petit coup dans la journée et donc vous allez avoir un début de floraison, un début de montée en graines alors que vous n'aurez même pas encore fait la plantation. Et donc, ben, ça rejoint le troisième point, c'est-à-dire vos choix de substrats, de fertilisation, de biostimulants et de contenants vont impacter la capacité d'adaptation à l'environnement, l'inertie en température aussi, parce que si vous avez un très petit volume de substrat, comme dans les plaques que je vous ai montrées, vous pouvez bien imaginer que si vous avez, comme sur la photo là, 40 et quelques degrés en surface, et ben un petit bouchon est moins isolant que un plus gros volume comme le 7 par 7. Donc vous allez avoir aussi cet impact-là, quoi. La montée en température dans une plaque de culture, si le soleil tape dessus, si les plantes ne font pas encore de l'ombre au substrat, vous pouvez facilement dépasser les 30 degrés, ce qui va déjà faire que les plantes, les racines vont moins bien travailler, mais aussi ça va favoriser les éventuels développements de pathogènes, Fusarium et Pythium derrière. Donc cette inertie du substrat et du volume de substrat, il faut le voir aussi comme un volume d'isolant. Voilà, ça c'est aussi important de le voir comme ça permet de faire le bon choix, ou si on choisit un contenant plus petit comme les plaques, ben, il faut vraiment penser que le plein soleil va être un problème et qu'il faut ombrer pendant le semis, en tout cas quand le soleil cogne. Voilà, je vais vous faire un petit exemple de déroulement qui s'est bien fini, mais qui a posé pas mal de problématiques pendant le semis. Je vais le parcourir vite fait avant les questions. Donc voilà, c'est un semis au mois de mai de chanvre CBD sur des plaques. Donc là, on va pas les recompter ensemble, mais de mémoire, on doit être à 90 et quelques par plaque dans de la fibre coco. Profondeur de semis, alors pour la plupart des graines, c'est à peu près 3 fois la taille de la graine, quoi. Donc le chanvre se met en place quand même un peu profondément, et la tomate un peu moins profondément, c'est-à-dire la tomate ça va être peut-être 3 mm, et le chanvre ça va être un peu plus que 5 à 5 millimètres de profondeur. Parce que sinon, les graines ont tendance à sortir quand la racine va se créer, elle va être poussée vers l'extérieur et vous allez avoir un bout de racine et les cotylédons qui vont se créer à l'horizontale en surface. Le côté pratique des plaques. Alors là, comme vous voyez, le premier bain en fait de ces plaques, j'inocule avec du trichoderma.
et c'est aussi une solution, donc c'est une solution d'engrais complète, très légère mais complète, avec aussi du fulvic et du trichoderma. Et bah là, c'est pour aller vers un champ qui fait 1 hectare, mais toute la surface n'a pas été plantée, mais je crois qu'il y avait 3000 plantes au final. Et donc là, le gros avantage que j'avais avec ces plaques-là, c'était à la fois le transport vers le champ, hein, comme voilà, et aussi la phase de, de levée des graines. C'est-à-dire que jusqu'à la levée, c'est-à-dire il faut 3 à 5 jours, il a fallu 3 à 5 jours avant que les premières plantules apparaissent en surface. J'ai pu les laisser empiler, ce qui fait que comme sur ce début du mois de mai, il faisait assez frais la nuit, ça me permettait de créer sans usage de tapis chauffants, parce que ça aurait été une vraie galère dans cette situation-là, là où j'étais, d'installer des tapis chauffants pour tout le monde. Et puis c'était cher en électricité aussi, hein. Ben, du coup, en les empilant comme ça pendant les 3 jours, ça permettait de faire monter un tout petit peu la température, ou en tout cas de créer un effet d'isolant avant la levée. Ensuite, là, ben, du coup, de gauche à droite, rien, la levée, et on doit être par rapport au semis, ben, du coup, la photo du milieu, on doit être à peu près à quasi une semaine, et quasi 2 semaines sur la photo de droite. Et c'est sur cette période-là que le temps est passé de il fait frais la nuit, il fait frais le jour, à il fait froid la nuit et il fait ultra chaud le jour. Et donc il a fallu gérer en fait le fait que les plantes ont commencé à bloquer, bah parce que le substrat était beaucoup trop chaud, que la serre, même avec du blanc d'Espagne, bah de toute façon c'était étouffant. Donc il commençait à y avoir toutes les problématiques qu'on veut pas avoir. Donc le Pythium et Fusarium qui commençaient à essayer de faire leur place. Enfin, les plantes clairement ne fonctionnaient plus, ne voulaient plus vraiment travailler. Et le problème c'est que à ce stade-là que vous voyez sur la photo de droite, le feuillage ne fait pas encore pleinement ombrage sur le substrat et le feuillage n'est pas encore assez développé non plus pour créer un microclimat humide qui ferait qu'on aurait une espèce de petite fraîcheur au niveau des plantes qu'elles se créeraient elles-mêmes, quoi. Et donc c'est là que j'ai utilisé le silicate en pulvérisation foliaire pour justement avoir une protection en surface par rapport au soleil. Il y a une partie des plaques que j'ai commencé à sortir aussi de la serre en journée et re-rentrer la nuit, ça a été une vraie galère. Et suite à ça, ben c'est grêle et orage qu'il y a eu sur la 3e semaine. Donc c'est le cas que je vous ai décrit, que j'ai déjà vécu plusieurs fois finalement. Donc je commence à connaître quoi. Donc c'est le mois de mai qui se finit par qui débute avec froid, puis enfin froid la nuit, froid le jour, puis froid la nuit, trop chaud le jour, et en 3e semaine du mois de mai, on se retrouve à avoir des orages de grêle avec il fait froid la nuit, il y a de la grêle en journée, donc on peut pas les sortir, il vaut mieux pas aller à la plantation. Et donc j'ai dû les garder un petit peu plus longtemps, un petit peu trop longtemps à mon goût, mais de toute façon, bah, ça a marché quand même. Donc je suis quand même allé au champ avec des bouchons, mais qui étaient saturés de racines et dont, suivant les variétés, on peut tout à fait avoir carrément des débuts de floraison dans le bouchon. Donc la plante est même pas encore allée en plantation, elle fait à peine 10 centimètres de haut et finalement elle part sur un cycle de floraison parce que le bouchon, le volume racinaire est trop petit, le stress, et donc voilà, voilà, tout est raté. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc même les plantes que vous voyez donc au mois de juin qui ont été mises en terre avec les bouchons suffisamment développés, même un peu hautes sur tige, les tiges étaient quand même très costauds. Je pense que c'est en partie le silicate et la gestion de la nutrition qui ont fait que malgré tout les tiges étaient assez costauds pour être que tout soit transporté, les bouchons étaient solides, etc. Mais donc on a croisé les doigts pendant les 2 premières semaines de juin parce qu'il y a eu quand même un retard au démarrage. Bon, maintenant comme c'est quand même des plantes très vigoureuses et qui ont une très bonne capacité d'adaptation, une fois dépassé ça, bah après tout s'est bien passé et ça a quand même donné ce que ça jusqu'à la floraison des grandes plantes quand même sur le plein champ. Et ben voilà, voilà, je vous souhaite de bons semis. On peut, si certains d'entre vous ont des questions, ben je propose qu'on passe à quelques questions que je vais tenter, que je vais pas tenter de retrouver dans le chat. Je suis sûr que quelqu'un va me les envoyer.
C'est parti. Ah ouais, beaucoup de questions. Merci. Alors, paf, je me mets comme ça. Alors, allez, il y a des affirmations et des questions. Je lis tout et puis je commande tout. Alors, je suis fan de votre Cultimate L Solar, j'en ai quatre, dont un mandarinier qui pousse dedans, je suis en Guyane. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Je suis fan, moi aussi. Alors, le Cultimate en solaire, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois à la sauvage, dans les ronces, je trouve ça magnifique. Et j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup le Eben Grow en solaire. J'en ai maintenant, j'en ai un en solaire, j'attends les autres. Hein, les autres sont encore en électrique parce que j'ai réussi à tirer une prise. Mais celui en solaire est dehors depuis maintenant 3 ans, été comme hiver. Le panneau solaire fonctionne toujours, la batterie fonctionne toujours, le timer de la batterie fonctionne toujours. Donc le truc me fait monter, descendre la flotte toujours très très bien. Et le plastique tient toujours alors que je suis absolument pas soigneux et qu'il y a des cailloux partout chez moi et que ça peut geler l'hiver et il y a beaucoup d'UV l'été. Donc je suis d'accord, magnifique système et le côté solaire sur la pompe à air permet de placer ça n'importe où. Même des gens, enfin même à l'époque où je vivais en appartement avec une terrasse, avoir un système solaire, ça évite la problématique de traverser, de trouver le moyen d'amener de l'électricité sur un balcon, quoi, parce que la plupart du temps c'est pas le cas. Voilà, donc que ce soit pour les balcons ou que ce soit en extérieur, n'importe où, le solaire de ces systèmes marche super bien. Faut-il laisser ces semis dans le noir au départ? Bah en fait, les semis sont dans le noir puisqu'ils sont sous le substrat. Donc en fait, il faut que quand ils sortent, donc quand la plantule va passer, quand la graine va s'ouvrir et que les cotylédons vont sortir, il faut tout de suite qu'il y ait de la lumière. Parce que si jamais il n'y a pas de lumière, donc ça serait comme si il y avait des graines dans la nature qui se retrouvent donc bah, voilà en pleine terre, qui vont aller germer et que quand elles germent dans un monde qui n'a pas de soleil. Ça, c'est pas fait pour ça. Donc non, il faut pas qu'elles soient dans le noir au départ. Enfin, elles le sont, mais elles le sont de fait parce elles ont été semées et qu'elles sont euh, sous quelques millimètres de terre. Il y a même des graines, alors c'est des salades, les artémisia aussi, beaucoup de graines très très fines. Si elles ne reçoivent pas un tout petit peu de lumière au moment du semis, c'est-à-dire que c'est des semis de surface quasi, enfin oui c'est des semis de surface. C'est que il y a quand vous semez ces plantes-là, il n'y a que les graines qui se retrouvent légèrement exposées au soleil qui vont germer. Voilà. Donc tout ce qui est graines pas fines et qui doivent aller être mises à 1, 2, 3, 4, 5 millimètres sous le substrat, bah, elles sont naturellement dans le noir pendant en général 5 jours, une semaine avant que la graine germe, elles sont dans le noir puisqu'elles sont dans le substrat. Donc oui, il faut qu'elles soient dans le noir à ce moment-là. Euh, pour ma part, je trouve que faire un pré-semis, enfin après une pré-germination dans du sopalin, enfin dans du papier absorbant là, ou dans du coton, ou même dans un verre d'eau, c'est faire prendre un grand risque à la racine qui sort, qui est d'ailleurs supposée ne pas recevoir de lumière et qui est supposée tout de suite aller travailler dans le sol. C'est le verre d'eau tiède ne devrait être utilisé que pour les graines euh, qui risquent d'avoir peut-être du mal, qui sont un peu âgées et qui vont avoir besoin d'être réhydratées avant, ou pour les espèces comme les mimosas par exemple, qui ont besoin en fait de 2 jours dans la flotte pour que les téguments de la graine éclatent et que ça puisse germer. Voilà. Sinon, pour la plupart des graines, il vaut mieux tout de suite mettre ça dans le substrat et avec une température optimum et tout ira bien. Euh, ben ouais, j'ai entendu parler du produit Fulvic, j'ai hâte de l'essayer. Ben voilà, j'en ai reparlé et j'espère que ça t'a donné envie de l'essayer. C'était le premier produit complémentaire à la gamme d'engrais que Terra Aquatica avait sorti, enfin GHE à l'époque. C'était d'un côté la foresterie, donc le tripart que vous avez maintenant, et l'acide fulvique.
qui était donc sous le voilà sous l'appellation Diamond Nectar et qui pour moi était vraiment un super complément, une très bonne idée parce que donc c'est pas du tout un engrais, c'est vraiment un complément. Il y a rien d'autre que ça dedans et c'est l'acide fulvique, c'est dans la famille, c'est la famille des acides humiques qui est une famille de molécules plus ou moins grosses. Donc l'acide humique, ça va être une très grosse molécule. Euh, en quelque sorte composée de plein de petites molécules d'acide fulvique. Donc elle va avoir des propriétés particulières parce qu'elle est grosse, parce que voilà structurellement tout ça ça va jouer. Le fulvique c'est vraiment la quintessence, c'est du coup c'est un petit segment de ça et c'est en fait les acides humiques, c'est ce qu'on retrouve dans la nature quand l'humus est en décomposition et que ça se passe bien quoi. Donc c'est vraiment déjà de base un indicateur pour une plante, s'il y a de l'acide fulvique autour, ça veut dire qu'il y a à manger autour, ça veut dire qu'il y a un bon compost et que tout se passe bien. Donc en général, elle va y aller. Et c'est un super agent mouillant, autant pour le foliaire que pour le substrat. C'est-à-dire que si vous mettez de l'acide fulvique dans votre solution nutritive ou même dans l'eau d'arrosage, votre substrat va avoir des propriétés de répartition de l'eau qui vont être améliorées. C'est-à-dire que la goutte d'eau qui va tomber quand vous arrosez, au lieu de commencer par aller tout droit verticalement, elle va éclater, parce que c'est un agent mouillant. Et donc elle va napper tout le substrat de manière uniforme. Et donc ça optimise vraiment très fortement les substrats et le travail racinaire. Hum, Quel EC doit-on avoir pour des semis? Du coup, en début, donc quand les graines sont mises en place, moi je propose une EC qui dépasse pas 0,8. C'est bien d'être allez, autour de 0,5. C'est bien qu'elle trouve tout de suite à manger. Donc, je pense qu'il faut pas mettre une graine dans de la coco sans mettre de la nutrition, parce que dans un substrat coco, il y a rien. Dans un light mix, il y a déjà de la nutrition, donc faut juste avoir confiance en le light mix que vous utilisez et que ce soit un light mix qui est bien équilibré pour, en général, la première semaine de la plante, voire les 2 premières semaines. La plupart des light mix, ils sont calibrés pour permettre aux semis de lever et de faire leur premier étage de feuilles. Et après, il faut commencer à mettre de la fertilisation. Mais donc, pour parler conductivité, pour quelqu'un qui va utiliser un engrais sur base minérale, en général, on commence à une EC de 0,5 pendant la première semaine, quand la graine a été mise en place. Il y a la levée, il y a les cotylédons, la première vraie feuille, on est toujours à 0,5. Le premier étage de vraie feuille commence à se développer, on peut monter à 0,8. Quand on arrive au deuxième étage de feuilles qui se crée, on est encore à 0,8. Et je dirais que quand on arrive au troisième étage de feuilles, il faut commencer à être entre 0,8 et 1. Et ça fonctionne très très bien autour de 0,8 pendant toute cette période-là, quoi. Sauf au début où c'est mieux d'être un tout petit peu plus bas, ça évite euh, ça évite le risque de brûlure. Maintenant, ça dépend aussi des plantes, hein. Il y a des plantes très très sensibles, d'autres moins, mais le 0,5 convient à tout le monde. Et le 0,5 convient aussi pour le foliaire. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas déranger vos graines lors des premiers arrosages, moi j'utilise en général le pulvérisateur que vous avez vu, un gros pulvérisateur à pompe hein, avec une lance, et ça me permet en fait plutôt que d'avoir des grosses gouttes, je pulvérise sur le substrat. Et puis quand les premières plantules sortent, là vous allez avoir cette pluie très très fine ne va pas du tout déranger les jeunes plantules et va permettre à la fois de faire le foliaire et le substrat parce qu'on est à 0,5 et ça je le continue. Du coup j'ai toujours un mélange à 0,5 pendant les 3 semaines de semis qui me permet de faire à la fois l'arrosage et et le foliaire pendant la première semaine et qui devient mon foliaire pour les 2 semaines suivantes. Les 2 semaines suivantes je suis à 0,8. Donc en résumé, ça fait en arrosage, c'est première semaine 0,5, deuxième et troisième semaine, on va dire qu'on est autour de 0,8 en montant vers 1, et le foliaire, tout le temps à 0,5. Euh, voilà. Quel engrais utiliser en foliaire? J'ai à peu près tout essayé et tout fonctionnait. Du moment que le seul truc à faire super gaffe, c'est qu'il faut que ce soit vraiment léger, quoi. C'est pas des racines, c'est pas fait pour se prendre du 1,5. Certaines plantes le reçoivent très bien, hein, les tomates. Non, voilà, toute cette famille là, les solanacées,
vraiment, c'est de la grosse gourmandise même au niveau foliaire, mais ça a pas de sens de jouer à ça. Le 0,5, 0,8 maximum. Parce que si vous avez une eau qui est déjà un petit peu chargée, qui est à 0,3, 0,4, bah oui, 0,5, ça va vous donner l'impression de pas donner grand-chose à manger et de donner quasiment que du calcaire, que de la dureté de votre eau, sauf pour ceux qui ont déjà des nitrates dans leur eau du robinet. Mais voilà, entre 0,5 et 0,8, on peut se permettre un arrosage foliaire quand il y a déjà la première vraie feuille, quoi. Pour le 0,5 est mieux, surtout sur le début, ça évite de prendre un risque. Mais voilà, c'est la conductivité, et c'est la première colonne du tableau de tous les engrais Terra Aquatica, la première colonne, la colonne qui concerne, je sais plus comment ils l'ont, attendez que je retrouve le nom, c'est première feuille, jusqu'à la première feuille, quoi. Donc c'est vraiment la première colonne des tableaux, fonctionne très bien en foliaire et chez moi n'a jamais fait de brûlure sur aucune espèce de plante, quoi. Même des mâches, des salades, des trucs un peu plus fragiles, il n'y a pas eu de souci. Et donc, ah oui, pardon, quel engrais? Bah, organique ou minéral. Voilà, bah, pour moi, tout fonctionne du moment qu'on dépasse pas la dose. Alors, comment on utilise le silicate directement en poudre sur les feuilles? Alors, oui, ben alors il y a plusieurs manières de l'utiliser, effectivement. Donc, là, dans l'exemple que je vous ai montré, l'idée, c'était d'avoir l'argile après que l'eau a été absorbée ou s'est évaporée un peu des feuilles, que j'ai cette trace blanche d'argile qui reste et qui colle dessus pour protéger des rayons du soleil, et d'avoir aussi un petit peu de silice et de calcium qui rentre dans les plantes pour améliorer comment dire, voilà, pour optimiser leur croissance. Euh, Maintenant, par exemple, quand on l'utilise en poudre sans passer par la dilution, ça, c'est aussi une manière de l'utiliser, que ce soit à la cuillère à café autour de la tige. Ça, en général, sur les semis, c'est un peu chiant à faire, et puis ça présente aussi certains risques parce que la tige est encore très fine, ça fait un pâton autour. Je préfère pas faire comme ça. Je préfère être plus subtil avec les semis. Mais quand vous avez déjà une tige bien développée, un tronc, faut pas hésiter, hein, vous pouvez y aller à la poignée, à la cuillère à café, ça fera pas de mal. Et au contraire, vous aurez une tige en bas qui sera bien asséchée, donc moins attaquée par les pathogènes, et qui va aussi bien s'endurcir, quoi. On a beaucoup de retours d'utilisateurs ben, voilà, qui travaillent avec depuis plus de 20 ans, et c'est toujours les mêmes retours. Ça a cet effet-là. Et récemment, je me suis acheté une poudreuse. C'est en visitant, en passant dans les serres de Terra Aquatica là, Martin qui était en train de gérer les piments, qui avait des problèmes en fait d'attaque fongique sur les feuilles, je crois. Il y avait un souci, je sais plus si c'était botrytis ou autre chose qui posait des problèmes. Et en fait, ils avaient une poudreuse à main, donc ça ressemble presque à une pompe à vélo. Alors, bah, dans un autre stream, je vous montrerai ma poudreuse a une gueule rigolote. Mais voilà, c'est comme ça pourrait être comme une pompe à vélo, et dedans vous mettez la poudre qui est le silicate est vraiment micro-pulvérisé, et vous faites comme si vous pompiez pour le vélo autour des plantes, et ça fait un nuage de poudre qui va se déposer partout. Et ça, c'est vrai, ça marche super bien pour assécher en fait la zone autour du feuillage quand on a des conditions ben, du coup qui posent problème par rapport à l'humidité. Moi, par exemple, là, cet hiver, dans la serre qui est ni chauffée, enfin voilà, qui est faite comme on peut, et ça a été un hiver très pluvieux. Donc tout ce qui est pour conserver les piments, qui commençaient à avoir beaucoup, ont commencé à avoir du botrytis qui se développait. J'ai utilisé la poudreuse une fois tous les 15 jours, et voilà. Et donc il y a de la poudre qui s'est déposée un peu partout, et ça aide vraiment très bien. Sur les semis, c'est possible de poudrer, donc, mais avec une poudreuse. Parce que si vous le faites à la cuillère à café ou à soupe, ça va juste faire un gros tas qui va tomber comme ça. La poudreuse, ça vous fait vraiment un nuage. C'est même conseillé parce que le silicate en soi n'est pas dangereux, hein. C'est une argile qui est même agréée en cosmétique, qui est aussi utilisée sur la peau. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est sec et que c'est de la micro-poudre, c'est comme si vous preniez de la poussière dans la gueule. Vaut mieux mettre un masque et des lunettes si vraiment vous partez en poudreuse. Et que vous vous retrouvez dans le nuage dedans, c'est un petit peu désagréable, quoi, mais rien de plus. Mais donc c'est possible de l'utiliser sec ou humide. Euh, Dans le cas des semis, finalement, c'est assez pratique si vous avez un pulvérisateur de le faire en dilution. Ça passe très bien dans les pulvérisateurs. Il y a pas de bouchage et tout ça, et de faire une pulvérisation par semaine où il y aurait un petit peu de silicate dedans.
Mais directement en poudre sur les feuilles, par exemple, ça peut être très intéressant quand vous avez des cucurbitacées, là, des courges ou des courgettes, des concombres qui commencent à se choper de l'oïdium sur les feuilles. Bah avant, c'est toujours mieux avant, mais bon, ça fonctionne aussi quand l'oïdium commence à attaquer. Ou des plantes qui commencent à avoir du botrytis qui se développe sur les tiges parce que c'est pas assez ventilé, parce que vous avez une période climatique qui est plus humide et que vous êtes en serre. Voilà, bah ça, la poudre sèche marche très très bien dans ces cas-là. Mais il vous faut une poudreuse. Et, la poudreuse, ça coûte à moins de 20 euros, on en trouve. Je vous montrerai la mienne. Elle m'a coûté un peu plus cher, mais elle était tellement belle. 30 euros. Mais voilà, je sais que vous reviendrez voir un stream juste pour voir la poudreuse et j'essaierai de pas l'oublier. Euh, voilà. Et alors, une affirmation. Alors, je lis sans prélire, hein, j'espère que je vais pas, voilà. Plante tomate de Kiwano et de soucis prêts, piment et poivrons en cours. Demain, je plante un aquaponies, les tomates et les Kiwanos. J'avais une chambre de culture avec une table à marabille derrière du semi-enterro. Complément guano fer chélaté, sel d'Epsom. Je prépare un wicking bed en coco pour les plantes racines. Bah, putain, c'est bien, hein, ça c'est bien, bien actif. Est-ce que tout ça part dehors ou est-ce que tout ça, ça va rester dedans et devenir une vraie jungle? C'est cool, hein. Moi, je trouve ça toujours super de voir, bah, voilà, de savoir qu'il y a des gens hyper hyper motivés à cultiver dans tous les sens plein de trucs avec voilà, avec des techniques qui me semblent bien organiques. C'est cool. J'ai entendu dans une vidéo qu'il fallait faire tremper ses graines un petit peu vieilles dans le produit fulvic pour qu'elles prennent mieux. J'ai des graines d'un arbuste qui donne de très bons fruits qu'on m'a donné il y a quelques années. J'espère que ça va fonctionner. Alors, oui, le trempage dans le fulvic, c'est une très bonne idée. Et en partie parce que c'est un agent mouillant et que donc le trempage va être optimisé. Et donc la graine va se gonfler, a plus de chances de se gonfler et donc d'éclater. Par contre, vu que c'est une graine d'arbuste, et que je vois le mot fruit. Alors ça dépend pépin ou si ou noyau. Par exemple un noyau d'abricot, c'est pas le trempage qui va le réveiller en fait. Et c'est en général en l'abandonnant dehors au froid, en lui faisant passer l'hiver et qu'il est en fait ce qu'on appelle la vernalisation, à la fois mécaniquement, c'est-à-dire que le noyau qui est entouré d'une grosse coque de bois va finalement subir le climat en gonflant, se rétractant, séchant, desséchant, etc. Et donc ça va craqueler tout ça, et ça va aussi donner un signal à la graine qu'il y a eu un hiver et qu'elle va pouvoir germer. Donc en général, sur les graines d'arbustes, c'est important au moins leur faire un coup de froid. Il y en a même qui préconisent de les placer dans du sable humide au frigo, dans le bac à légumes. J'irai pas jusqu'au congélateur, mais dans le bac à légumes au frigo pendant une semaine, histoire de lui faire une simulation d'hiver et d'avoir ce process de vernalisation. Voilà, c'est quand même mieux que de l'abandonner dehors, surtout si vous n'en avez qu'une, parce que dehors il peut se passer plein de choses. Enfin, une année n'est pas l'autre, quoi, hein. Cette année, nous ici, on a eu, alors que c'était jamais le cas, mais là, on a eu, comme l'automne, mais tout un hiver, et donc ça a des avantages et des inconvénients, quoi. Mais ça peut aussi faire pourrir des graines au lieu de les réveiller. Voilà. Donc, mais fulvic, bien sûr. Voilà, dans le cas de l'arbuste, attention, c'est juste que un fruit, si c'est une graine très dure, bah, par exemple, si j'avais des graines, des abricots, par exemple, bah, là, je prends un casse-noix et très soigneusement, j'essaye de casser l'écorce et je prends la graine et là, après, je la mets, par exemple, dans un substrat type coco et j'arrose avec fulvic et un tout petit peu de nutrition. Du coup, là, c'est moi qui aurais fait le travail de casser la graine. Il y a d'autres graines d'arbustes qui sont trop petites pour qu'on joue à faire avec un casse-noisette. Et donc dans ce cas-là, ben c'est plus la méthode du sable humide au frigo pendant une semaine qui peut qui peut donner de bons résultats. Et après la graine, c'est bien après de la mettre dans un substrat qui va être réchauffé et qui va effectivement avoir du fulvic dedans. Hum,
Alors, une autre affirmation qui commence par merci, ça c'est bien. Alors, merci de votre éclairage. Pour notre part, nous utilisons pour notre germination des bouchons de coco plus compost organique dans des pots de bois reconstitués de chez Fertile. Ouais, c'est bien ça. L'avantage des pots fertiles est qu'ils gardent l'humidité et même en hydroponie, cela permet de limiter les cycles d'irrigation. Pour les nutriments, nous utilisons du Alpart de terrain. Voilà, c'est vrai, du Alpart très efficace et très simple d'utilisation. Et en plus, du Alpart permet, c'est pas un one part, donc ça permet quand même de jouer. Le tripart permet de jouer beaucoup et du Alpart permet de jouer un peu sur le côté, entre autres azote, potassium, phosphore, et de faire un peu monter un côté, l'autre côté, si on voit que la plante manque un peu de l'un ou de l'autre, quoi. Mais bon, le tableau est très bien fait. Voilà, et je connais pas cette marque, j'irai voir un peu ce que c'est les pots là. En tout cas, j'aime bien l'idée que ce soit des pots de bois reconstitués, si tout ça est collé naturellement, parce que ça veut dire que après, ils vont sûrement se décomposer, j'imagine, et ils vont se décomposer en fournissant de la nourriture aux micro-organismes qui se seront installés depuis, et la plante sera déjà assez grande et assez nourrie pour qu'il n'y ait pas de problème de, de faim en azote, quoi, de carence en azote. Donc, ouais, je trouve ça pas mal. Alors, je perds pas le fil. Euh, alors, ça c'est un message de Terra Aquatica pour vous. Un questionnaire est disponible en cliquant sur le lien dans le chat. Un gagnant sera tiré au sort parmi les personnes qui répondent et qui gagnera donc des produits Terra Aquatica. Bah donc voilà, ça c'est une bonne idée. Moi je dis cliquez, répondez. Ça à mon avis c'est pas compliqué comme question. C'est surtout pour savoir si le format vous convient, voilà ce que vous en pensez. Si c'est le même que la dernière fois, ça correspond un peu à ça. Sachant que là c'est mon deuxième stream, j'ai surtout l'habitude de faire des conférences avec des PowerPoint. Je pense que, mais j'aimerais beaucoup faire des ateliers et vous montrer des choses sur le terrain. Bon, bah pour l'instant il fait froid, il pleut, je me suis mis à l'intérieur, mais ça viendra. Et puis donc toutes vos remarques sont bonnes à prendre, y compris si ce que je fais ne vous plaît pas. Euh, Alors, ma coco, une autre affirmation, hein, on continue. Ma coco, je la traite au bout d'aquaponie, une tuerie. Ouais, ça peut, ouais, en effet. Ouais, ouais, en effet, ça doit être bien nutritif. Je dirais, bah, tant que ça trouve pas sa limite, ou avec des plantes qui aiment bien manger, quoi. Voilà. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je pense que c'est un peu comme aussi utiliser les fientes de poule, quoi. Ça marche super bien. Bon, après, ça va que dans une direction, hein. Il y a toujours un moment où c'est une direction tellement azotée que ça peut poser des problématiques sur une mise à fleur ou poser une problématique sur même une fructification. Euh, quand c'est excessif, hein, évidemment, après, là, c'est comme du compost, ça doit effectivement très très bien fonctionner. Euh, Et ah bah voilà, donc du coup la réponse pour les Kiwanos c'était qu'il y a une serre aussi, donc la suite, je vous la cite, 28 degrés cet après-midi dans le nord, dans la serre bien sûr, ouais. Ouais, mais c'est bien, 28 degrés c'est parfait, et voilà, je travaille en eau osmosée sur la chambre de culture, l'eau dans le nord est très dure. Alors ouais ouais bah oui, c'est sûr qu'avec de l'eau osmosée, un bon filtre, bah, ça permet de savoir de où on part, et surtout sur les semis. Avoir une eau de qualité, ça permet, en fait, une plante quand elle va avoir 3, 4 semaines, qu'elle sera bien développée, qu'elle aura déjà son chevelu racinaire et qu'elle sera bien en place, elle aura moins de mal à gérer, par exemple, un excès de traitement au chlore, à gérer, euh, je sais pas, quelques molécules de Roundup qui seraient passées à travers, enfin voilà, toutes les merdes qu'il peut y avoir et qui sont pas forcément toujours filtrées. On va pas rentrer dans le débat. Euh, et l'eau dans le nord est très dure, bah, ça dépend où, parce que finalement ça dépend géologiquement où les points de captage sont situés. Mais effectivement, il y a des régions qui sont très très calcaires, hein, le bassin parisien, il y a des zones extrêmement calcaires, puis il y a d'autres zones où finalement c'est argilo-calcaire, donc finalement l'eau est pas si calcaire quand elle est captée en dessous. L'idéal c'est quand même toujours, si vous avez un conductimètre, ça vous donne déjà une idée de est-ce qu'elle est chargée
est-ce que l'eau est chargée ou pas? Parce que si elle est chargée, de toute façon, ça pose une problématique de contrôle, hein. C'est-à-dire si l'eau du robinet elle est à 0,8 ou 1, faut commencer à se poser les questions de qu'est-ce que c'est ce 1? Est-ce que c'est seulement calcium, magnésium, ou est-ce que comme dans certains endroits, comme par exemple en Bretagne, hein, où il y a quand même pas mal de pollution de la flotte au nitrate, est-ce qu'on se retrouve pas avec un 1 où il y a déjà des nitrates? C'est pas trop grave pour les plantes, c'est déjà plus grave pour nous. Mais c'est pas toujours évident de savoir ce qu'il y a dedans, mais le conductimètre permet déjà de savoir s'il y a beaucoup de choses que vous ne contrôlez pas dedans. Si vous avez une EC qui dépasse 0,5, l'idéal c'est quand même d'appeler la compagnie des eaux ou d'aller il y a le site internet de Robnat aussi. Bon, ils fournissent de moins en moins d'indications, mais l'idéal, c'est de toute façon, la compagnie qui vous fournit l'eau au robinet a une obligation de vous fournir une analyse d'eau, et donc de les emmerder jusqu'au moment où ils vous donnent réellement le nombre de milligrammes par litre de calcium, de magnésium, de nitrate et des autres merdes qu'ils ont trouvées, chlore y compris, ce qui vous permet de savoir si vous avez réellement une eau dure ou pas. Parce que beaucoup de gens, finalement, chez Terra, choisissent dans la gamme Terra Aquatica, choisissent eau dure parce qu'ils ont peur, voilà, parce que ils ont, voilà, parce que ça, voilà, il y a écrit au dur partout. Mais en réalité, même on a constaté, pour répondre à beaucoup de questions techniques, des fois je demandais à la personne enfin non, j'allais voir même pour elle les analyses d'eau de son coin, et on s'apercevait qu'il y avait deux forages pour la même ville, et qu'une partie de la ville pouvait être considérée comme dure et que l'autre pouvait être considérée comme douce. Donc c'est à moins d'être dans une région où bon, voilà, vous êtes sûr et certain, l'analyse d'eau normalement elle est gratuitement fournie par votre compagnie des eaux, et ça permet de vous faire vraiment une idée de ce que vous travaillez en organique ou pas, hein, ou en minéral. C'est clairement très intéressant, et puis ça change le point de vue sur l'eau qu'on nous fournit aussi, de s'y intéresser comme ça. Voilà, et un petit message de la personne qui parlait des pots en bois. Les pots fertiles sont totalement biodégradables et sans impact sur l'environnement. Les racines se développent au travers sans souci. Ok, bah je vais aller voir. Je vais aller voir. J'en dirai peut-être un mot, et que je m'en commanderai peut-être. J'aime bien faire des tests. Voilà. Si hop, je lis pas le chat en même temps. Mais sont-ce toutes les questions? Voilà, ça m'a fait plaisir d'y répondre en tout cas. J'espère que la présentation sur cette histoire de semis, qu'il y a peut-être un point dedans qui a attiré votre attention. C'est, je pense, tout des choses assez simples, mais qui finalement, mis bout à bout, des fois on en oublie un, des fois c'est un petit détail qui fait que on se rend compte que, je sais pas, c'était pas la bonne température racinaire, que si le volume il est faible, la température racinaire va être beaucoup plus fluctuante, qu'il y a une stratégie aussi à la plantation et tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura au moins dans tout ça amené peut-être un petit point voilà, un petit point qui peut-être résoudra quelque chose maintenant ou plus tard. Voilà. Est-ce que je rends l'antenne? C'est tout bon. Eh ben c'est tout bon. Et ben voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis peut-être à dans un mois pour un autre sujet de culture. Voilà. Bon bientôt printemps, et que tout se passe bien pour vous. Ciao.